Je m'appelle Thomas Gerbet, je suis journaliste à Radio-Canada. Avant de choisir le métier d'informer, j'avais choisi le métier d'enseigner, mais le métier de professeur, je me rendais compte qu'il ne me convenait pas et je trouvais plus d'aventure dans le métier de journaliste. Même s'il y a beaucoup de points communs, je suis très content de ma décision. Le nom de Thomas Gerbet revient souvent comme une ritournelle dans l'actualité. Le journaliste de Radio-Canada, originaire de France, fait partie depuis quelques années de l'équipe de journalisme d'impact de la Société d'État. On vous expliquera ce que ça signifie plus tard dans cet épisode. En 2015, le déversement de milliards de litres d'eau usée dans le fleuve Saint-Laurent, c'est son scoop. L'histoire du lanceur d'alerte Louis Robert, agronome au MAPAC, c'est aussi son histoire. La fonderie Horn, l'autodafé de 5000 livres en Ontario et le rôle du cabinet conseil McKinsey dans les arcanes de l'appareil gouvernemental, toutes ces histoires ont été révélées par mon invité et ont fait couler beaucoup d'encre, ici comme ailleurs dans le monde. Mais est-ce que ça change le monde, un scoop? On en discute avec Thomas Gerbet. Donc, ces temps-ci, ta boîte vocale doit être pas mal pleine quand tu rentres le lundi matin? Oh, c'est plus les messages textes. Ça marche beaucoup par message texte. On est rendu là aujourd'hui, là? Oui, non, ça sonne souvent, les messages textes, mais ça fait partie de la réalité. Là. Quand on sort une histoire, on reçoit beaucoup de messages et ça nous amène d'autres histoires et c'est excitant. Sur l'ensemble d'enveloppes brunes virtuelles qu'on t'envoie peut-être maintenant, combien est-ce qu'il y en a de ces pistes-là qui sont inutiles ou qui sont que tu suis ou que tu choisis? Parce que ça demande quand même un investissement, s'investir dans une enquête comme celle que tu fais. C'est sûr qu'il y a des sujets qui n'ont pas de sens qui sont proposés ou même des fausses nouvelles que j'ai à vérifier qui ne donnent rien du tout. Mais il y a quand même souvent des bonnes pistes. Puis même si c'est pas un sujet en tant que tel, des fois, les citoyens qui va m'écrire, il va quand même me mettre sur une bonne route qui va peut-être aboutir quelques mois plus tard. Mais déjà, il y a une graine qui est semée. Donc, c'est rare que ça soit totalement perdu, là, à moins que ça soit vraiment des coucous qui m'écrivent, là, mais c'est rare que ça ne serve à rien. Dans ta bio sur le site de Radio-Canada, tu es présenté comme un journaliste d'impact. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, journaliste d'impact? Ben, c'est une bonne question. Même mon équipe là, s'appelle l'équipe d'impact. C'est du journalisme qui marque les esprits, qui fait parfois changer les choses et c'est du news getting, comme on dit, là, c'est-à-dire que quand on sort un scoop, les gens sont marqués parce qu'ils apprennent quelque chose et c'est une nouvelle qui va faire réagir, qui est importante et qui va provoquer un impact. Donc, ça peut être un changement, par exemple, législatif ou un politicien ou un ministre qui va s'engager à étudier la question. Donc, c'est du journaliste qui va faire changer les choses et qui bouscule peut-être, qui apprend, qui dérange aussi parfois. The Guardian a fait en 2016, il y avait une rubrique de journalistes d'impact qui présentait ça comme on veut montrer que le monde que le changement est possible, là, qu'on peut, que dans le fond, un journalisme, c'est un journalisme qui milite pour une sorte de progrès social ou de progrès un peu. C'est un peu ça, le journaliste d'impact. Ben moi, c'est ça qui me motive. Je veux dire, dans la vie, je veux faire changer les choses, je veux avoir un impact positif. Puis si ça peut être de mettre le doigt sur des dysfonctionnements pour qu'ensuite ils soient améliorés, j'ai l'impression de faire ma part. Et en même temps, même si des fois ça peut être dur à encaisser, par exemple pour un politicien, un sujet qui peut-être le fait mal paraître, moi j'ai l'impression quand même qu'au final, on les rend meilleurs, nos femmes et nos hommes politiques, parce que justement, on leur permet de s'améliorer en mettant le doigt sur ce qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a une différence entre le journalisme d'impact et le journalisme de solution? Ça, on entend souvent aussi beaucoup parler de ce genre-là. Est-ce que tu vois une différence, toi, entre les deux ou... Ben, je vois quand même une différence. C'est sûr qu'on a souvent ce commentaire-là qu'il faut faire plus d'histoires positives ou mettre plus de l'avant des solutions. Je vous dirais que dans mon équipe de journalistes d'impact, parfois, on va faire des sujets qui vont mettre de l'avant justement des réalisations ou des idées, des initiatives qui viennent améliorer les choses pour montrer l'exemple. Donc ça peut faire partie aussi de l'impact. Mais
moi, j'ai plus tendance, enfin c'est plus mon style, j'aime mettre le doigt sur les bobos, mais je pense que ça a fini par avoir un impact positif, là, donc ça finit par être une solution. Mais c'est vrai qu'on voit souvent le journaliste solution, parfois comme quelque chose un peu fleur bleue, du journaliste de positif, de train qui arrive à l'heure plutôt que de train qui arrive en retard. Moi, je suis plus du journaliste de train qui arrive en retard. C'est bon. Mais bon, le journaliste d'impact a un peu cette ambition de vouloir changer les choses. Il me semble que, est-ce que c'est le rôle du journaliste de vouloir justement changer les choses, changer les politiques? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, c'est-à-dire que mon but n'est pas d'orienter politiquement les choses, mais c'est d'identifier un problème apparent soulevé par différents acteurs dans une situation, puis ensuite, les solutions seront proposées par les acteurs concernés, puis je maîtrise pas les conséquences du sujet que je vais livrer. Je vais juste amener aux yeux et aux oreilles du public une situation, une problématique. Puis après, c'est pas moi qui vais me saisir des orientations à prendre et des solutions à prendre. C'est sûr que quand je choisis un sujet, puis je le dis souvent aux étudiants, puis j'ai pas de problème à le dire ici que je rencontre, c'est le fameux débat entre objectivité et subjectivité. Moi, je sais, et je le dis clairement, dans mes choix de sujets, je reconnais une certaine subjectivité, puis de toute façon, je pense que c'est tout le monde. Il y a nécessairement un sujet qui va plus m'intéresser qu'un autre, de par ce que je suis, ce que je juge important, mes valeurs. Donc, mes choix de sujets vont nécessairement être un peu subjectifs, mais mon traitement du sujet, il va être totalement objectif, respecter toutes les normes et pratiques journalistiques. Mais évidemment, si moi, l'environnement me tient plus à cœur que, je sais pas moi, la finance, je vais avoir plus tendance à aller sur des sujets en environnement. On peut voir là de la subjectivité, mais moi, c'est là-dessus que j'ai envie d'investir mon travail de journaliste. Il y a un essayiste qui a sorti un essai il y a un an et quelques, Philippe de Grosbois, je ne sais pas si tu en as entendu parler, qui a fait La collision des récits. Et lui, ce qu'il dit, c'est que pour essayer de régler un peu le problème, parce que les médias, il y a une crise de confiance actuellement, la solution serait peut-être de dire à quelle enseigne on loge, dans le fond. Ce que tu viens de dire, notamment dans le choix des sujets, moi, je suis plus intéressé par l'environnement que par les finances, donc mon attention va être plus portée là-dessus. Est-ce que les journalistes devraient révéler un peu leurs intérêts, leurs tendances, les choses qui les touchent, ou est-ce qu'on devrait rester derrière ce mur d'objectivité qu'on essaie de préserver? Moi, clairement, là, je suis de la vieille école, il faut complètement rester derrière ce mur, comme tu le dis, parce que ça ne sert personne, selon moi, de dire, par exemple, pendant la pandémie, on couvre des sujets qui peuvent avoir suscité beaucoup de réactions de part et d'autre. Et si je révèle de quel bord je me situe, ou ça peut être n'importe quel sujet. J'ai donné l'exemple de la pandémie parce qu'il y avait beaucoup de divisions dans la société. Je viens de perdre toute crédibilité, là. Les gens vont lire mon sujet d'une façon totalement différente, alors que j'ai fait l'effort, moi, de rester le plus neutre possible et de rester objectif, équilibré, de donner la parole à tout le monde. À partir du moment où je vais révéler que je suis d'un bord ou de l'autre, les gens vont plus lire ma présentation de la même façon. Ça va complètement teinter ce que je vais avoir écrit et on va même lire entre les lignes, interpréter. Donc ça, je pense pas que ça sert quiconque là, de révéler ça. On va faire un peu ta bio. Tu es originaire de France. Tu as étudié en enseignement. Tu voulais devenir quoi, prof d'éducation physique? Oui, je le suis devenu. Puis je me suis rendu compte que ça me plaisait pas trop. Alors je me suis réorienté. C'est la seule raison. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le journalisme plus que d'autres choses? En fait... Petite histoire rapide, mais ma mère, entre autres, était enseignante, puis j'étais vraiment passionné par ce métier-là d'enseigner. Puis je pense qu'un jour, je le redeviendrai probablement, mais je me suis rendu compte que c'était trop routinier. J'aimais pas notamment la discipline aussi en classe avec les élèves. Okay. Puis là, j'ai fait une rapide introspection, puis j'ai réalisé que le journalisme, c'était finalement, ça correspondait beaucoup à la personnalité que j'avais, mais j'avais jamais envisagé ça. J'habitais en banlieue à Paris, j'étais dans un milieu de classe moyenne et là-bas, ça prend beaucoup de plugs pour accéder. C'était comme inaccessible, un milieu qui était pour moi inaccessible et donc ça faisait même pas partie
partie des choix que jeune, ça faisait pas partie de ma perspective là, possible. Du champ des possibles. Et donc, j'avais pas envisagé. Et c'est après, plus tard, que je me suis rendu compte, mais pourquoi pas, tu sais, on dirait bien que ça correspond tout à fait à qui je suis. Et je me suis lancé, je me suis inscrit à l'Université de Montréal. J'avais déjà un attrait pour le Québec. Et finalement, je suis vraiment content parce que je fais vraiment corps avec ce métier-là. J'ai vraiment l'impression que qui je suis correspond aux facettes de ce métier. Tu as décroché un stage à Radio-Canada qui s'est transformé en emploi. On t'a offert un poste à Sudbury. Tu es resté là pendant quelques années. Tu as eu le goût de revenir à Montréal donc quelques années plus tard et tu as commencé surnuméraire à la radio. Et là, tu t'occupais des faits divers, la fameuse rubrique des chiens écrasés. Ça n'a pas suscité chez toi une grande passion. Ben, j'ai pas fait tant de faits divers que ça, mais c'est sûr que quand on commence, bon, évidemment, on n'a pas les meilleurs sujets. Mais même à Sudbury, j'ai réalisé une chose, c'est que y a le sujet que les affectateurs peuvent nous donner là, comme jeunes journalistes. Puis je me suis dit, moi, ça me plaît pas trop les sujets qu'on me propose. Alors je vais essayer d'amener à chaque jour une contre-proposition. Et je me suis rendu compte qu'il y avait de l'ouverture pour ça. Et donc c'était beaucoup plus motivant d'amener mes propres sujets, effectivement, que d'aller couvrir l'incendie au coin de la rue à 4 heures du matin. Et donc j'ai amené à chaque fois un sujet. Et finalement, j'ai continué. Et puis ça m'a aidé à développer ce côté newsgetter-là, de chercher des sujets. Puis je le faisais dans un but totalement égoïste de me motiver à faire ça. Et je suis très content que ça a été accepté parce que de fil en aiguille, j'en suis venu à trouver de meilleurs sujets, de plus gros sujets. Puis maintenant, on m'a même dégagé pour faire uniquement ça. Donc, j'ai réussi à me faire mon profil, là, mon métier à l'intérieur du métier. Est-ce que tu te souviens de ton premier scoop, là, celui que tu as acheté une bouteille de vin, tu te dis ça, c'est un vrai, là. T'en souviens-tu ou? Le scoop qui m'a fait acheter une bouteille de vin, je m'en souviens pas, mais je sais que le tout premier sujet que j'ai fait au journal étudiant à l'Université de Montréal, à Quartier Libre, c'était déjà un scoop. C'était une histoire il y a des auxiliaires d'enseignement là, qui sont des étudiants de cycle supérieur qui aident les profs à corriger. Puis en gros, l'histoire, c'était que certains corrigeaient leurs amis, puis qu'ils les reconnaissaient. Okay. Bref, donc j'avais des témoignages confidentiels et tout ça, donc déjà j'étais déjà rentré là-dedans, mais c'est comme mon souvenir. Mais c'est sûr qu'il y en a eu des plus ou moins gros, mais je pourrais pas dire lequel m'a fait déboucher la première bouteille. Mais depuis combien de temps, disons, que tu te consacres entièrement à l'enquête? Ça fait quelques années. Ça ferait probablement depuis les années 2015-2016. Le Flushgate, là, peut-être à Montréal, là, le déversement de milliards de litres d'eau usée dans le fleuve. C'était toi, ça? Oui, c'était moi. Là, puis ça correspondait au début où je commençais à être totalement dégagé pour faire ça. Je veux qu'on parle un peu de la courbe d'apprentissage que tu as eu à traverser quand tu es arrivé aussi au Québec. Puis on en a parlé à ce micro avec François Cardinal de La Presse, disant qu'il y a quand même de réelles barrières à entrer en journalisme quand tu n'es pas québécois. Et je veux te faire écouter cet extrait-là parce qu'on parle de toi. C'est drôle parce que je lisais Thomas Gerbet, qui est un Français, qui est arrivé ici à 22 ans. Et c'est ce qu'il disait, lui aussi. La courbe d'apprentissage pour comprendre le contexte québécois, nos institutions, avoir son réseau de sources aussi, très difficile pour quelqu'un qui vient d'arriver au Québec. Oui, puis il y a même une barrière à l'entrée, je pense au test de connaissances générales qu'on fait passer aux candidats pour devenir journaliste ou pupitreur ou réviseur ou autre. Vous avez de ces tests à La Presse? Oui, on a de ces tests et ils sont assez difficiles. Corsés. Oui. Et je me souviens du test de Radio-Canada pour l'avoir passé. Il est aussi corsé. Oui, il était corsé. Je l'ai passé en 2008 et je me souviens, j'avais beaucoup révisé. Il fallait connaître les capitales des provinces, des noms de premiers ministres de province. J'ai bien des collègues qui pourraient pas nommer des noms de premiers ministres de province. Puis il y avait, je me souviens, une liste de personnalités qu'il fallait relier à leur domaine. Donc par exemple, Joanie Rochette, fallait la relier à patinage artistique, puis Guy Laliberté à Cirque du Soleil. Et sérieusement, il y avait des gens là à ce moment-là, j'avais pas encore rattrapé tout mon retard. Là, et j'avais fait n'importe quoi. Là. J'avais dû mettre Guy Laliberté en patinage artistique. Puis, mais j'ai eu le test parce que j'ai dû marquer des points sur d'autres éléments. Mais j'avais beaucoup travaillé. Puis d'ailleurs, je répète souvent, mais
j'ai travaillé beaucoup, peut-être 2 fois plus fort que les autres au début pour rattraper ce retard-là sur la connaissance de l'histoire du Québec, du fonctionnement politique, en faisant des impasses peut-être un peu plus sur les sports ou la culture parce que c'était impossible de rattraper tout ça. Puis j'ai eu la chance aussi de baigner... J'ai commencé à travailler, moi, dans un camp de vacances en Outaouais, là, dans les années 2005, 2006, 2007. Puis j'étais baigné dans un monde 100% québécois, donc pas avec d'autres immigrants. Et là, on m'a expliqué toutes les références de Passepartout, puis toute la culture populaire. Donc j'avais déjà rattrapé cette culture populaire-là grâce à tous ces amis que j'avais. Et ensuite, il restait à rattraper la connaissance de l'actualité. Donc j'ai lu des livres, puis j'ai réussi un peu à rattraper, mais encore aujourd'hui, des fois, il y a des artistes québécois qui décèdent, puis tout le monde capote, puis moi, je suis comme, je sais pas qui c'est. Je veux qu'on parle un peu de tes scoops. Moi, j'en ai identifié 3, en tout cas, qui ont eu plus d'impact que d'autres. D'abord, évidemment, les révélations du lanceur d'alerte, Louis Robert, qui est un agronome qui a dénoncé l'aplaventrisme du MAPAC là, face au recours aux pesticides en agriculture. Ça, c'était en 2019. Le monsieur a pris sa retraite depuis, mais on a beaucoup, beaucoup parlé de cette histoire qui t'a d'ailleurs valu un prix Judith Jasmin. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette histoire-là qui a fait couler énormément d'encre? Il reste plusieurs choses. D'abord, le gouvernement du Québec va réfléchir à 2 fois avant de remettre à la porte un lanceur d'alerte, parce qu'on se rappelle que François Legault avait dû s'excuser, puis ça n'était pas bien sorti, là, le gouvernement, dans cette histoire. Il reste, donc ça, c'est plus la facette plus publique. Certains fonctionnaires, peut-être, auraient été peut-être... hésiteraient peut-être à dénoncer à la suite de cette histoire. Puis il y en a d'autres aussi qu'au contraire, ça les motive plus à dénoncer. Donc je dirais qu'il y a comme du chaud et du froid qui ressort de toute cette histoire. Pour ma part, il ressort vraiment... j'ai appris beaucoup sur la façon de collaborer avec des sources qui risquent de perdre leur travail. Donc il y a toutes sortes de techniques là, pour les protéger. Et puis surtout, je suis vraiment fier parce que même si Louis Robert, il a perdu sa job parce qu'il s'était dénoncé, hein, il faut le dire, hein, c'est pas par notre, c'est pas parce qu'on l'a mal protégé, c'est parce qu'il s'était dénoncé, et puis aussi parce que quelqu'un l'avait dénoncé alors qu'ils auraient dû le protéger. Mais reste que pour moi un épisode marquant parce que je me suis dit ok, ma source vient de se faire mettre à la porte, il faut que je fasse quelque chose. Et là peut-être qu'on revient à la discussion là, est-ce que j'accepte de prendre parti? Là, j'avoue là, que j'étais comme, non, là, vous venez de mettre à la porte ma source, là, ça se passera pas comme ça. Okay. Et j'ai fait une enquête pour comprendre comment ça s'était passé, sa mise à la porte. Et c'est là que j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas respecté la loi dans la façon de gérer sa dénonciation interne. Et donc, j'ai révélé ça et ils ont été obligés de le réintégrer. Donc, j'ai travaillé rigoureusement, mais j'ai pas lâché l'affaire là parce que... La dernière fois que tu lui as parlé, c'était pour un article qui annonçait sa retraite. Je ne sais pas si tu lui as parlé après, mais... Oui, occasionnellement, on se parle encore. Publiquement, oui. C'est à ce moment-là. Qu'est-ce que lui en retient de cette histoire-là? Est-ce que lui est amer de tout ça? Est-ce qu'il y a une... Non, je pense que lui, il est fier. Au contraire, il est fier d'avoir fait ce qu'il... C'est sûr que ça aide là, qu'à l'époque, il était à 3 ans de sa retraite. C'est plus facile, disons, d'accepter de pas grand-chose à perdre, là, c'est ça. Mais non, je pense qu'il est fier de ce qu'il a fait. C'est un monsieur aussi qui était extrêmement compétent et reconnu dans son domaine, même si le grand public ne le connaissait pas. Donc, sa voix portait. Donc non, il est fier de ce qu'il a fait. Je pense qu'il a fait réfléchir beaucoup de Québécois à cet enjeu-là. On a parlé beaucoup du traitement qu'il a reçu, le monsieur, pour être un lanceur d'alerte, mais j'ai l'impression un peu moins de ce qu'il dénonçait. Donc, cette histoire-là de pesticides, on mange dans la main de l'UPA, tout ça, y a-t-il quelque chose qui a changé autour de ça, dans ce qu'il a dénoncé, dans le fond? Un peu. Il y a un peu plus d'indépendance dans tous les groupes de recherche qui traitent de ces questions-là de pesticides. Le gouvernement a fait quelques efforts. C'est sûr que c'est probablement pas autant que ce que Louis Robert espérait. Mais en même temps, la première histoire qui m'avait permis de révéler, pour laquelle il était confidentiel, ça a jeté un projecteur sur cette histoire-là le jour où il s'est fait mettre à la porte. Donc si le gouvernement voulait cacher un peu ça, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Parlons de ton deuxième scoop, l'autodafé.
de 5000 livres en Ontario. C'était il y a un an. Scoop qui a fait le tour du monde. Je veux qu'on écoute Mathieu Bock-Côté en parler. Est-ce que vous pouvez prévoir un tel délire, si on peut l'exprimer comme ça? C'est la question qu'on se pose finalement lorsqu'on vous écoute ce soir, parce qu'on dit c'est bien ou c'est mal. Chacun se fera son idée, bien sûr. C'est plutôt très mal. Oui. C'était prévisible ou pas? Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. L'étonnement de certains devant ce mouvement qui relève de l'autodafé, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bien sûr. On décide de brûler des livres. Quand même, c'est audacieux comme idée. Eh bien, ne sont étonnés que ceux qui ne prennent pas le wokisme, ou le mouvement woke, ou le politiquement correct au sérieux. Voyons le portrait des dernières années. On déboulonne des statuts. Le reste de son intervention, c'était pour parler du wokisme, mais c'est un peu ce qui est arrivé avec cette histoire-là. Tu t'es fait entraîner dans toutes ces chroniques de gérants d'estrade qui parlent de wokisme avec ce truc-là. Comment tu t'es senti, toi, là-dedans, quand c'est arrivé, cette vague? Ben, j'ai pas l'impression de m'être fait entraîner, et puis ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, j'ai révélé qu'il y avait 5000 livres qui avaient été détruits, certains brûlés, pour des choix pédagogiques là, dans un conseil scolaire de l'Ontario. Puis ensuite, la récupération de ça, les chroniques, c'est plus mon affaire. Moi, j'ai révélé ça, puis c'est pas à moi de déterminer comment tout ça va finir. J'ai révélé l'information, documentée avec... j'avais la liste des livres, le nombre de livres, les titres, et j'avais la personne responsable de ça qui expliquait sa démarche. Donc, c'est ça, mon travail s'arrête là. Si des chroniqueurs veulent en faire une cavale contre le wokisme, c'est plus mon problème. Toi, ça t'achale pas, là, ce phénomène. Ben non, parce que personne ne sait si je suis pour ou contre. Par procuration, quand même, tu te retrouves à... Tu sais, tantôt, on disait, j'ai choisi ce sujet-là. C'est sûr qu'en choisissant un sujet comme ça, qui est très polarisant actuellement, c'est sûr que les anti-woke de ce monde vont le boire comme du petit lait. Mais c'est pas ça qui doit déterminer le choix d'un sujet. Enfin, moi, je le perçois comme ça. Je dois pas choisir un sujet ou ne pas choisir un sujet sous prétexte qu'il pourrait être récupéré par des complotistes ou une frange de la société qui pousse dans telle ou telle idéologie. Est-ce qu'il est d'intérêt public? Est-ce que c'est important de savoir ça? Est-ce que ça nous éclaire sur notre société? Oui ou non? Si ça répond oui à ces questions-là, on publie. Et la récupération, il y en aura toujours dans tous les sens, de gauche comme de droite et dans toutes les orientations. Pendant la pandémie, là, certains pouvaient prendre un sujet sur... je sais pas moi, une incohérence du gouvernement. Il y en a certains qui prenaient ça comme étant le gouvernement va pas assez loin, puis d'autres au contraire disaient ben non, mais vous voyez bien, il va trop loin. Il y a toujours de la récupération. Parlons de ton troisième scoop et celui qui nous occupe en ce moment, l'influence des cabinets conseils, l'affaire McKinsey. J'aimerais ça qu'on se penche un petit peu plus sur ce scoop-là pour essayer d'expliquer un peu le déploiement d'une enquête, parce que cette enquête-là, on en parle depuis l'automne dernier. Ça a commencé, en fait, la première fois qu'on en entend parler, c'est dans le 30 septembre 2022. Tu révèles les résultats d'une enquête sur le rôle de McKinsey auprès du gouvernement Legault pour l'aider dans la gestion de la pandémie. Ta source, c'est près de 200 courriels de McKinsey, là, de gens de McKinsey qui t'ont permis de reconstituer, dans le fond, un peu toute cette histoire-là. Comment c'est venu l'inspiration? Ben, peut-être pas l'inspiration, mais genre, le coup d'envoi de cette enquête-là est arrivé comment? McKinsey faisait déjà parler d'elle, en France notamment, avec la gestion de la pandémie qui avait été, c'est pas moi qui le sous-traité à McKinsey, c'est pas moi qui le dis, là, c'est un rapport du Sénat là-bas. Donc le gouvernement s'était beaucoup appuyé là-bas sur McKinsey. Ça avait fait un scandale. C'est déjà une histoire dont on parlait dans les médias québécois. Donc c'était sorti du territoire français. Les journalistes québécois déjà avaient posé des questions à l'Assemblée nationale. Et nous, McKinsey, qu'est-ce qu'on a fait? Puis là, le gouvernement avait dit oui, on a fait appel à eux, mais c'était juste pour nous aider à prévoir comment on va déconfiner, quel secteur et tout ça. Bon. Moi, je m'étais dit, OK, je vais quand même gratter, on va voir. Je fais quelques appels, quelques sources. Et puis là, j'ai obtenu ce gros dossier là, de 200 courriels qui révèlent tous les coulisses là, du fonctionnement du gouvernement Legault avec McKinsey durant la gestion de la pandémie. C'était une demande d'accès à l'information? Non, pas une demande d'accès. C'est une source qui m'a donné ça. Et en parallèle, quelques demandes d'accès, mais c'est pas là que j'ai eu vraiment le plus intéressant. Et là, on révélait que c'était pas seulement pour préparer le
plan de déconfinement. Ils nous ont aidés à la stratégie de vaccination, à mettre en place la campagne de dépistage, au niveau de la communication, de la stratégie. Bref, ils nous ont été d'un grand appui. Donc, l'idée, encore une fois, c'était pas de dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, mais regardez, voici ce que vous ne savez pas. Et donc, c'est le point de départ. C'est sorti, ce reportage-là, le 30 septembre 2022. La date n'est pas anodine parce qu'on est un vendredi. 3 jours plus tard, ce sont les élections. Donc, évidemment, tout ce qui est parti d'opposition, ben pas parti, mais les adversaires de Legault s'en sont donnés à cœur joie avec cette histoire-là. On va écouter un peu le reportage. Le recours à McKinsey était justifié, explique le chef de la CAQ. En bout de ligne, c'était moi puis mon équipe qui prenait les décisions, mais je pense que les recommandations qu'on a eues, entre autres de McKinsey, nous ont aidés à sauver des vies. Mais ce n'est pas l'avis de ses adversaires. Pendant qu'il y avait du monde sur le terrain qui demandait à être écouté, François Legault a préféré écouter des consultants privés d'une firme multinationale. Il aime gouverner seul, il aime gouverner sans qu'on le critique, il aime gouverner sans partager l'information. McKinsey semble avoir joué un rôle très important dans la gestion de crise politique. François Legault nous présentait ça comme les décisions du gouvernement, alors qu'il semble y avoir des liens très directs entre ce que dit McKinsey puis ce qu'annonce le gouvernement le jour même ou le surlendemain. Alors voilà, on en a parlé pendant toute la fin de semaine. Tout le monde s'est prononcé là-dessus. Ça doit être quand même grisant d'être chez vous, tu regardes ça, tu regardes toute cette campagne-là qui, grâce à ton travail aujourd'hui, on a complètement changé la discussion, la discussion publique. Comment tu vis ça, toi, de ton côté en regardant tout ça? Parce que tu n'es pas proche de la politique. Ben, c'est sûr que notre sujet soit l'objet de débats lors des soupers et tout ça. C'est sûr que c'est super, là. Je veux dire, c'est ça qu'on veut, là, provoquer des discussions. Maintenant, beaucoup de gens m'ont demandé comment ça se fait que ça sort à 3 jours de l'élection. Oui, parce qu'on se dit il y a une stratégie, là. C'est pas une stratégie. J'ai commencé à travailler là-dessus quelques semaines avant, le temps de faire les demandes d'accès, de récupérer les informations, de les recouper, de les corroborer. On a essayé de sortir ça pendant la campagne. Pourquoi? Parce que la campagne était en train de se jouer sur le fait que le gouvernement avait bien géré la pandémie. Et d'ailleurs, plusieurs analystes et des sondages ont démontré que c'était là-dessus que les Québécois avaient voté. Donc, ils avaient récompensé le gouvernement. Et mon idée n'était pas de dire est-ce qu'il faut ou pas récompenser le gouvernement, mais de dire attention ou sachez qu'ils n'ont pas géré ça tout seuls. Donc, c'était une couche d'information supplémentaire pour dire peut-être que le gouvernement devrait pas prendre tout le crédit de la gestion de la pandémie. Puis je pense que François Legault aussi l'a dit, ils nous ont rendu une fière chandelle, on a évité des morts. Au début, c'était son idée, mais à la deuxième fois qu'on lui pose la question, c'était « Ah oui, ils nous ont aidés avec d'autres. » Bon, moi, je jugeais que c'était d'intérêt public que les électeurs, avant de faire un choix éclairé avec l'idée que le gouvernement a bien géré la pandémie, ils sachent qu'ils n'ont pas fait ça tout seuls. Et on a vraiment publié quand c'était prêt. Puis d'ailleurs, ça arrive. C'est pas une super bonne idée de publier un vendredi dans les médias. C'est pas la meilleure journée, là, juste avant un week-end. C'est pas la meilleure journée. On a vraiment publié quand c'était prêt. Si j'avais vraiment voulu là, avoir un gros impact, je serais sorti avant le débat. Avant les débats, mais c'était tout simplement pas prêt. À partir de ce moment-là, donc, j'imagine que vous avez obtenu d'autres révélations. Quand tu sors une histoire comme ça, il y a d'autres personnes, peut-être dans l'appareil gouvernemental, qui ont des cloches, qui t'écrivent. Est-ce que c'est ce qui est arrivé avec cette enquête-là? Oui, puis c'est souvent ce qui arrive, c'est-à-dire on sort une première histoire, on reçoit d'autres informations, ça permet de continuer l'enquête. Ça nous a amené aussi un peu plus vers le fédéral aussi, le gouvernement fédéral qui avait beaucoup fait appel à McKinsey. Parce qu'il n'était pas dans ta mire au départ. Non, au début, c'était vraiment le Québec. Mais effectivement, de fil en aiguille. Puis moi, j'aime ça, les enquêtes qui se poursuivent un peu à la face de tout le monde, là, c'est-à-dire j'attends pas 3-4 mois d'avoir tout, puis publier. J'aime ça, moi, un peu comme avec la Fonderie Horn aussi, continuer au fur et à mesure, publier, puis poursuivre. Puis là, c'est là où, justement, l'appui de gens qui nous envoient des informations, que ce soit dans la fonction publique ou autre, aide à continuer le dossier.
La deuxième révélation, c'était concernant Hydro-Québec, le rôle de McKinsey dans Hydro-Québec, ce qui est un peu étrange qu'une firme externe qu'on conseille Hydro-Québec sur est-ce qu'on devrait faire la réfection d'une centrale. C'est quand on avait l'impression que c'était un peu leur expertise, mais bon. Ça, c'est arrivé fin octobre. Puis bon, début janvier 2023, on en a parlé un petit peu. 3, c'est les révélations concernant l'explosion de mandats confiés à McKinsey sous le gouvernement Trudeau, et ça t'a valu ceci. Pour faire la lumière sur le mystère McKinsey, voici les journalistes de Radio-Canada, Thomas Gerbet et Romain Chué. Bienvenue à Tout le monde en parle, messieurs. Est-ce que, là, rendu là, tu me disais que c'est arrivé avec le début de l'enquête, toutes ces informations sur le fédéral. C'est quoi? C'est des gens, c'est des fonctionnaires qui t'ont envoyé des trucs? Ça? Sur le fédéral, c'est pas des gens qui ont lancé l'alerte. Enfin, c'est pas une alerte, là, mais c'est pas des gens qui nous ont informés. C'est juste des questions supplémentaires qu'on s'est posées ou de nouvelles pistes qu'on s'est posées au fur et à mesure de la démarche. Donc, vraiment comme l'évolution d'une enquête, parce que tu voulais parler un peu du déploiement d'une enquête, ça peut être effectivement quelqu'un qui nous relance vers une autre piste ou simplement nous qui disons, OK, on vient d'explorer ça, mais qu'en est-il ici, qu'en est-il là, ou ce ministère-là, ou est-ce que... Donc, c'est vraiment comme un cheminement aussi mental de voir où est-ce qu'on pourrait pousser les questions et cette fois-ci, bon, c'est pas original. On a décidé d'aller voir au niveau du fédéral. Reste le municipal. Ouais, ben je sais pas si les villes ont... Mais non, mais c'est possible. Il y a eu même une université là, qui a déjà fait affaire avec McKinsey. Donc, c'est possible, mais c'est quand même assez cher. Là, donc, toutes les municipalités ne peuvent pas se le permettre. Dans l'avenir, faire pour le gouvernement, faire affaire avec McKinsey, est-ce que ça devient un risque réputationnel à quelque part? Parce que si tu le dis et tu l'as dit, à tout le monde en parle, McKinsey n'est accusé de rien. Oui. Ils n'ont rien fait de mal, ils ont fait leur travail, on leur a donné des contrats, mais le fait que ce soit révélé comme ça dans les médias, penses-tu qu'au sein du gouvernement, peut-être se dire, c'est une patate chaude, là, McKinsey? Le premier ministre Legault l'a dit même à l'Assemblée nationale qu'ils ont eu 2 contrats, puis ils n'en auront pas d'autres. Okay. Puis on entend effectivement qu'il y a un risque que ça devienne toxique. Puis c'est pas moi qui le dis, là, mais de faire affaire avec McKinsey, et donc d'autres cabinets conseils pourraient en profiter. Puis d'ailleurs, au fédéral, le comité parlementaire qui se penche là-dessus, il a élargi son mandat aux autres cabinets conseils. Et moi, je pense que c'est une bonne idée parce que c'est vrai que McKinsey, c'était chaud médiatiquement, ce nom-là était connoté parce qu'il y avait les affaires en France, aux États-Unis ou ailleurs, même en Afrique du Sud, toutes sortes de scandales à travers le monde. Mais moi, ce que je trouvais d'intérêt public, c'était le rôle de ces cabinets conseils par rapport au rôle des fonctionnaires. Et est-ce qu'il y avait un chevauchement? Est-ce qu'il y avait un dédoublement? Donc, que ça soit McKinsey, Accenture ou Pricewaterhouse ou peu importe, pour moi, c'est tout aussi intéressant. Donc oui, ça vaut la peine de continuer. On revient au journalisme d'impact. As-tu l'impression d'avoir changé des choses dans l'appareil gouvernemental grâce à cette enquête-là? Je pense que c'est trop tôt pour le dire. Est-ce qu'on va plus donner des mandats aux fonctionnaires ou faire confiance? On réalise avec cette histoire-là à quel point on a une vision des fonctionnaires, puis quelqu'un de McKinsey en comité a parlé qui sont à l'âge de pierre, les fonctionnaires. Il y a même un ministre de l'immigration qui a dit que si les fonctionnaires avaient fait ça, ça aurait pris plusieurs années. Et on a encore cette idée-là que les fonctionnaires, c'est des pas bons, des lents. Est-ce qu'on a vraiment changé les choses? C'est trop tôt pour le dire, là. On entend encore ces commentaires-là de la part de gens en responsabilité. Je ne sais pas si on va s'en passer. Avec la pénurie de main-d'œuvre, les mandats qu'on donne aux consultants externes, ils contribuent aussi à appauvrir les compétences des fonctionnaires et stimulent le recours à d'autres mandats. Parce que finalement, les consultants finissent par développer l'expertise et plus les fonctionnaires. Donc, on va avoir encore plus raison de faire appel aux consultants qui ont développé une expertise dans la fonction publique. Alors qu'on embauche encore des fonctionnaires. C'est pas comme si on avait coupé l'embauche sous le... Oui, au fédéral, ça a augmenté le nombre de fonctionnaires. Trudeau, c'est ça, ça a augmenté. Dans une histoire comme celle-là, quand est-ce qu'on se dit, là, on est allé au bout de l'enquête? Est-ce qu'on ferme l'enquête un moment donné? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on a toujours des antennes un peu allumées? Ouais, ben il y a une expression, là, on a passé la gratte. Quand est-ce qu'on a passé la gratte? Dans le cadre, pour McKinsey, je t'annonce qu'on n'a pas passé la gratte. Okay. Il y a d'autres choses encore qui s'en viennent. Bon, on les salue. Mais par exemple, dans le cas de la fonderie Horn, là, à un moment donné, là, on a retourné toutes les pierres
Et on est rendu, ça y est, le gouvernement décide de serrer la vis, de donner de nouvelles exigences à la fonderie, puis on va le savoir incessamment. J'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que pour ce qui est là, de cet enjeu-là spécifique, on a pas mal fait le tour et on s'attend maintenant aux résultats, à l'impact de ce dossier-là. Hey, merci beaucoup. Ça serait quoi tes défis des prochaines années? Parce que là, écoute, t'as sorti plus de scoops que ce qu'un journaliste normal peut espérer dans sa carrière. Tu sais, t'as quand même sorti de grosses histoires. Qu'est-ce qui te reste comme défi à avoir? Moi, j'ai pas d'ambition particulière, là, si ce n'est de pouvoir continuer à faire mon travail, à vivre ma vie de famille aussi, tout ça en équilibre. Mais donc, je me vois pas dans 5 ans ailleurs. Là. Je veux juste pouvoir continuer de faire ce qui me plaît. T'es sur ton X en ce moment. Exactement, et j'espère le rester longtemps. Merci beaucoup, Thomas. Merci à toi. Le balado Le métier d'informer est une initiative de Projet J et une production de l'agence de contenu 37e Avenue. À l'animation et à la réalisation, Steve Proulx. Pour poursuivre la réflexion sur la pratique journalistique, ne manquez pas nos prochains épisodes. Un balado de 37e Avenue.